Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir convié à venir participer activement à cette matinée sur un sujet aussi important que la prise en charge du cancer colorectal. Où est-ce qu'elle est cachée, la mienne? Vous savez? Ah, il faut mettre ici, j'attends. C'est où, c'est là? Non, c'est là-dessus. Ça se rallume plus. Qu'est-ce que t'as foutu, Fred? C'est bon? Il veut pas que je parle des complications urologiques. C'est tout. Ouais, c'était pour regarder là. Et toi, t'es bon. Voilà, j'imagine. Trouble urinaire. Ok, donc on va rester un peu dans la thématique fonctionnelle. Donc l'idée c'est de... Ah, il n'y a pas la... Bon, c'est pas grave. L'idée c'est de vous expliquer un peu les répercussions en fait des traitements des cancers colorectaux au niveau donc, des troubles urinaires et sexuels. Et ensuite de discuter un peu plus en détail de leur prise en charge. La pierre angulaire de ces perturbations, elle est neuroanatomique. Comme vous pouvez le voir, disons, les structures clés, ce sont au niveau des voies parasympathiques, sont donc les nerfs splanchniques qui forment le plexus pelvien. Les fibres sympathiques qui passeront via les plexus hypogastriques supérieurs et inférieurs, et toutes les fibres somatiques qui vont passer essentiellement par le nerf pudendal. Et comme vous voyez ici leur répartition anatomique, on peut comprendre assez aisément pourquoi il peut y avoir ce genre de soucis dans la prise en charge du cancer colorectal. Quand on parle de troubles urinaires, on sous-entend troubles mictionnels. La miction, pour un petit rappel, donc elle est en deux phases. On a tout d'abord la phase de remplissage avec une désactivation parasympathique et une relaxation du muscle détrusor, parallèlement à une activation sympathique et une activation des mécanismes sphinctériens, donc non volontaire, le sphincter interne et le col vésical, et volontaire avec le sphincter externe. Ensuite, on a la phase de vidange avec cette fois-ci une activation parasympathique et la contraction du muscle détrusor et la relaxation sphinctérienne, donc à nouveau autonome au niveau du col vésical et volontaire au niveau du sphincter externe. Je vous remets un peu ici le schéma plus spécifique donc, en ce qui concerne la miction, avec ici, donc, comme vous le voyez anatomiquement, là, les plexus hypogastriques supérieurs et inférieurs avec leurs fibres efférentes vers la vessie et les structures sphinctérienne, et ici les fibres parasympathiques et somatiques. Concrètement, donc quand vous avez une atteinte sympathique, du coup la répercussion ça va être plutôt une hyperactivité détrusorienne avec une baisse du tonus des structures sphinctériennes, et concrètement ça va se présenter sous la forme d'une incontinence d'urgence et de symptômes qu'on appelle irritatifs, qui sont donc essentiellement la pollacurie, les nicturies, les urgenturies. À l'inverse, si vous avez une atteinte parasympathique, cette fois vous aurez plutôt une tendance au trouble de la phase de vidange avec une hypocontractilité détrusorienne et une augmentation du tonus sphinctérien. Vous pouvez avoir les deux ensemble ou avec disons une intensité différente selon laquelle est la plus impactée. Et donc comme je disais, la clinique ça va être essentiellement des troubles de la vidange avec soit une dérétention urinaire ou des symptômes obstructifs comme la dysurie, la sensation de mal vidange et le fait de devoir aller fréquemment uriner, même si on vient d'avoir une vidange relativement satisfaisante. Et tout ce qui est atteinte somatique, donc via les atteintes du nerf pudendal, donc on peut avoir une diminution du tonus du sphincter externe et toutes les altérations au niveau sensitif local. Et donc la répercussion sur le plan mictionnel, ce sera essentiellement une incontinence d'effort. Quelques mots sur les troubles post-irradiation. Donc on aura une mort cellulaire directe par endommagement de l'ADN et une libération de radicaux libres qui aura essentiellement un impact, on va dire, cytologique avec une atrophie et une fibrose tissulaire qui aura pour cible essentiellement la vessie et le sphincter externe, avec du coup une clinique qui va varier passablement selon quelle structure est la plus endommagée. Et évidemment, on peut avoir une clinique mixte. Les troubles sexuels, je vous ai remis un petit résumé en fait de quelle structure neuroanatomique intervient dans chaque phase qui concerne la sexualité. Donc premièrement, tout ce qui est trouble érectile avec au niveau de l'érection donc une activation parasympathique et ensuite une activation sympathique pour la détumescence.
différentes phases en ce qui concerne les troubles éjaculatoires. Donc là aussi, ça va être, disons, la problématique sera assez variable en fonction du degré d'atteinte. Et tout ce qui est libido et orgasme, alors c'est clair que, bon, là j'ai noté simplement tout ce qui était en lien avec la sensibilité, mais c'est beaucoup plus multifactoriel que les autres, que les problèmes érectiles ou éjaculatoires par exemple, parce que c'est clair que les problèmes psychologiques associés auront un impact plus important et doivent aussi être pris en charge. Rapidement, un petit peu d'épidémiologie. Donc, les troubles urinaires après résection, bon, en toute logique, forcément, plus la résection est contenue et moins on aura un impact sur la fonction mictionnelle. Ce qui avait été observé, c'est que finalement, d'avoir la radiothérapie avant ou après la résection n'avait pas forcément un grand impact, enfin, ce n'était pas significatif comme différence sur les impacts urinaires. Ça, on pourra peut-être en discuter, je pense que c'est peut-être une question de point de vue. Les troubles urinaires après radiothérapie, c'est relativement fréquent. Après, de nouveau, tout dépend à quel point, disons, les patients s'en plaignent, mais en général, c'est rarement sévère. En ce qui concerne les troubles sexuels post-traitement, alors là, de nouveau, c'est question de point de vue, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on les voit, ils vont tout de suite nous parler même d'une dysfonction sexuelle relativement légère. Donc du coup, c'est décrit donc, entre 20 et 70%, mais là aussi, c'est de nouveau rarement sévère et ça se traite facilement, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Et là, par contre, la radiothérapie avait un impact significatif sur l'apparition de ces troubles. Ce que je me suis rendu compte que je n'ai pas ajouté, que j'aurais pu mettre ici, c'était les lésions directes sur les structures urinaires en péropératoire, qui représentent entre 1 et 10% des cas. J'en ai pas parlé parce que globalement, ça a, disons, un impact, disons, ça doit être pris en charge dans le post-opératoire immédiat, mais ça a rarement des conséquences sur le moyen-long terme. L'évaluation, l'anamnèse, donc, qui est très important, c'est évidemment l'évaluation des symptômes avant et après le traitement, voir leur évolution dans le temps. Toute une panoplie de questionnaires qui vont nous permettre d'évaluer tout ce qui est mictionnel, les troubles liés à l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile qui sont très largement utilisés. Le calendrier mictionnel qui est vraiment la base de l'évaluation anamnestique chez nous pour voir exactement est-ce qu'il y a une différence avant, après le traitement et pour cibler la thérapie. Examen clinique, évidemment, tout l'examen génito-pelvien, la motricité, la sensibilité, le toucher rectal pour évaluer le tonus du plancher pelvien et le status neurologique complet de la région, avec notamment le réflexe bulbo-caverneux qui, s'il est absent, peut signer une atteinte pudendale. Examen complémentaire pour tout ce qui est de la vidange, évidemment, on aime beaucoup tout ce qui est débimétrie et la mesure du résidu post-mictionnel pour s'assurer que la vidange est optimale et vous le verrez surtout pour éviter les complications qui sont liées à un trouble de la vidange. Laboratoire primordial, suivre justement l'évolution des voies urinaires supérieures, notamment la fonction rénale, des analyses d'urine pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications liées à d'éventuels troubles de la vidange, comme vous le verrez. L'imagerie rénale, toujours dans la même logique, et le bilan aérodynamique avec vidéocystographie qui peut être fait initialement dans les semaines qui suivent l'identification d'un trouble et surtout pour la réévaluation à long terme. Les buts du traitement. Pour ce qui est des voies urinaires, le but primaire, c'est vraiment de protéger les voies urinaires supérieures pour préserver la fonction rénale. Donc, typiquement, vous allez voir que la vidange optimale des voies urinaires est particulièrement importante. Et ensuite, on va se focaliser sur les problématiques fonctionnelles et de qualité de vie. Au niveau des troubles sexuels, évidemment, c'est d'arriver à subjectivement, bien sûr, à restaurer une fonction sexuelle satisfaisante pour le patient ou la patiente, ainsi que la qualité de vie. La fertilité, ce n'est pas forcément le sujet principal de cette discussion, mais évidemment un sujet à aborder avec le patient s'il le désire. Les traitements, donc pour tout ce qui est trouble de la phase de remplissage. Donc si vous êtes face à une hyperactivité détrusorienne, la première ligne de traitement, ce seront les médicaments spasmolytiques. Vous aurez donc les anticholinergiques ou les bêta-3 mimétiques anticholinergiques, Vésicare, Spasmex et compagnie, et bêta-agonistes, le mirabegron, donc maintenant ça, il m'échappe, Betmiga, donc en fonction du profil du patient. Le TENS, une forme de neuromodulation par une stimulation du nerf tibial postérieur, comme vous pouvez le voir ici.
avec un mécanisme complexe qui n'est pas encore 100% compris, mais qui est assez efficace dans cette catégorie de patients. Autrement, quand on arrive à des situations réfractaires, ce qui marche extrêmement bien, c'est des injections de toxines botuliques, donc directement dans le muscle détrusor, et la neuromodulation sacrée. Pour tout ce qui est lié aux troubles du remplissage, mais cette fois lié vraiment à un problème entre guillemets mécanique, on va dire, avec une diminution de la compliance de la vessie ou diminution de la capacité. Alors, dans un premier temps, on peut tenter la toxine botulique, justement pour essayer de relâcher au maximum les structures et redonner justement cette compliance, cette capacité. Et si vraiment on est dans une situation où on n'y arrive plus avec le Botox, on peut envisager soit l'entérocystoplastie d'agrandissement ou, dans les cas plus sévères, la dérivation urinaire. Toujours dans les troubles de la phase de remplissage, la continence urinaire d'effort. Alors là, on a toute une panoplie, tout un arsenal thérapeutique en fonction surtout de la sévérité de la continence urinaire d'effort. Ça va de la physiothérapie pour tout ce qui est, disons, le moins invasif, jusqu'à des options chirurgicales comme la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel, autant chez l'homme que chez la femme. Trouble de la vidange, donc si vous êtes face, disons, à une hypocontractilité détrusorienne. Ah, mais c'est la vieille version, c'est pour ça que c'était pas complètement... Alors, l'hypocontractilité détrusorienne, oubliez l'alpha bloquant et la chirurgie désobstructive, en fait c'est une autre catégorie, mais l'hypocontractilité, en gros, il va surtout falloir drainer les voies urinaires d'une certaine manière qui sera via, si c'est possible, par des sondages intermittents propres, soit auto- ou hétérosondage. Ou alors des moments où c'est, disons, techniquement pas possible de les réaliser, la sonde à demeure, on privilégiera la sonde suspubienne parce qu'elle est souvent mieux tolérée et suivant les contextes du patient plus facile à changer. Et toujours dans le cadre de l'hypocontractilité détrusorienne, la neuromodulation sacrée qui a également montré de très bons résultats dans ce cas de figure. Tout ce qui est alpha-bloquant et chirurgie désobstructive, en fait, c'est encore une autre catégorie diagnostique. Si vous voulez, c'est si on a une obstruction infravésicale, donc que ce soit une hypertonie sphinctérienne, soit une obstruction prostatique chez l'homme. Et du coup, cette fois-ci, ce seront les traitements alpha-bloquants et ou la chirurgie désobstructive dans les cas réfractaires qui seront proposés. Les traitements donc, des troubles sexuels, donc, c'est clair que la plainte principale que nous rencontrons en consultation, ce sont les dysfonctions érectiles. La première ligne de traitement, ce sont les médicaments inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Évidemment, donc, toujours garder en tête les facteurs de risque cardiovasculaires, typiquement les patients qui ont un risque d'hypotension ou qui ont des chirurgies cardiaques. La molécule, elle sera essentiellement choisie en fonction du désir des patients, parce qu'il y a des molécules qui vont avoir un effet plus rapide que d'autres, et d'autres, au contraire, qui vont peut-être prendre plus de temps à être efficaces, mais qui vont durer plus longtemps, qui vont peut-être laisser un peu plus de place à la spontanéité. Donc ça dépend un peu du profil du patient et de comment, quel genre de relation il a avec ses partenaires. Deuxième ligne de traitement, c'est l'alprostadil, donc des prostaglandines, qui peut être appliquée localement par une crème ou sous forme de gel au niveau de l'urètre ou carrément injectée directement en intracaverneux. Il y a également des dispositifs externes, donc soit un anneau pour, disons, diminuer la vidange des corps caverneux, ou carrément un vacuum justement pour faciliter leur remplissage. Et dans les cas réfractaires, la prothèse pénienne qui peut être semi-rigide ou gonflable comme dans l'illustration ici. Quelques mots pour les troubles sexuels chez la femme. Il n'y a pas de traitement spécifique. C'est clair qu'à chaque fois, ça va être assez en fonction de la plainte principale de la patiente. Est-ce que c'est lié à des troubles sensitifs? Est-ce qu'il y a des douleurs ou autres? Et en fonction de ça, on va avoir une approche multidisciplinaire pour arriver à prendre ça en charge de la manière la plus optimale. Sur les pronostics, ayez peut-être en tête que, en gros, sur le plan urinaire, la moitié des patients qui nécessitent un sondage lorsqu'ils quittent l'hôpital n'auront plus du tout besoin d'un drainage après 6 mois. Les troubles urinaires, ils ont tendance à se stabiliser après 1 année. Donc, s'il y a encore des troubles urinaires persistants, là, ça vaut la peine de réévaluer, éventuellement de refaire un bilan aérodynamique pour voir où on en est, parce qu'on sait que par la suite, ça n'aura plus tellement évolué.
Donc le conseil, c'est de réévaluer après 12 mois et éviter les traitements irréversibles avant cette période. Donc important, donc ce sont des troubles qui sont fréquents mais rarement graves. La clinique elle est très variable en fonction de quelle structure est atteinte et à quel degré. L'évaluation initiale elle est donc très importante pour ensuite adapter le traitement selon l'évolution. Le but des traitements c'est de protéger les voies urinaires supérieures pour éviter l'impact sur la fonction rénale, avant la fonctionnalité et la qualité de vie. Il y a un taux de récupération spontanée élevé et réévalué après 12 mois. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.